J'ai été responsable de la médiathèque Valentin Huy pendant quelques années. La médiathèque Valentin Huy, c'est l'une des plus importantes bibliothèques qui s'adresse aux personnes aveugles et malvoyantes en France. Et en 2017, comme l'a indiqué Laurent, j'ai commencé une mission pour EDR Lab sur la question au sens large du numérique et de la dyslexie. Récemment, en 2017, j'ai coordonné la publication d'un livre qui s'intitule « Accessibilité universelle et inclusion en bibliothèque », qui a été publié par l'Association des bibliothécaires de France, que je mentionne parce que ça embrasse notre sujet au sens large, et puis parce qu'il y a un certain nombre de pages qui concernent spécifiquement la dyslexie dans ce livre, raison pour laquelle je vous la recommande. Et on a en ligne aujourd'hui Vanessa Van Aten, qui est l'une des éminentes contributrices de cet ouvrage, que je remercie à nouveau au passage. Le diaporama sera évidemment mis à votre disposition ensuite. La vidéo du webinaire sera mise en ligne et vous pourrez retrouver mes contacts. Donc, je suis joignable à l'adresse postale de DR Lab, mais aussi par email à l'adresse luc.momet, MAUMET@gmail.com, et sur Twitter, derrière l'identifiant @lucmomet. Et je partage ma veille régulièrement sur Twitter. Ça suffit largement pour me présenter et passons maintenant à ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire la présentation d'EDR Lab. EDR Lab, c'est le Open Digital Reading Lab. C'est une structure associative qui a été créée en 2015, qui est hébergée par Cap Digital à Paris. Sur cette slide, j'ai mis une image, un plan de Paris qui présente l'endroit où se trouve EDR Lab. Donc, c'est en gros entre la gare de l'Est et les buttes Chaumont, à Paris, dans le 10e, un peu plus près de la gare de l'Est. Et c'est une association qui a la particularité de rassembler des acteurs publics et privés. Aujourd'hui, 43 organisations sont membres de DR Lab. C'est pas inintéressant de s'arrêter sur la liste de ces membres fondateurs que sont Cap Digital, le Cercle de la Librairie, Editis, Hachette Livre, Madrigal, Média Participation, le SNE, le Syndicat national de l'édition, le ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national du livre et la Fondation Oridium. Cette liste des membres fondateurs, elle reflète un peu l'ensemble des 43 membres qui sont des structures publiques d'une part, mais aussi et surtout des éditeurs, des distributeurs de livres numériques, voire des distributeurs de métadonnées, des libraires en ligne, des représentants des bibliothèques publiques, des fournisseurs de solutions pour la chaîne de l'édition et c'est particulièrement important pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, des structures spécialisées dans l'accessibilité. Sont membres d'EDR Lab Access for All, qui est une organisation suisse, l'association Valentin Huy et Brainnet en France et la fondation LIA en Italie. Je reste sur cette slide. Donc, il y a des acteurs qui travaillent, qui sont des acteurs spécialisés dans le domaine de l'accessibilité, qui sont membres de DR Lab, mais aussi un ensemble de structures qui vont des éditeurs au pouvoir public, qui ont un intérêt dans le domaine de l'accessibilité, mais dont le gros des activités n'est pas uniquement orienté vers ça. Et en ça, je pense que les activités que l'organisation de DR Lab et son activité ont un caractère unique, parce que pour la première fois, dans une institution, on retrouve les très gros acteurs d'un domaine, en l'occurrence le domaine du livre, et les acteurs de plus petite taille, mais qui sont spécialisés sur le sujet de l'accessibilité. Et j'y reviendrai plus tard, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a un angle spécifique d'approche de la question de l'accessibilité, en particulier de la question de l'accessibilité pour les publics dyslexiques. Les missions de DR Lab, pour les brosser très rapidement, elles embrassent deux grands champs. D'une part, le développement de logiciels open source. Nous maintenons Oridium SDK et le Oridium Cloud Reader. Nous travaillons, et je vais insister un peu plus sur ça, au développement en ce moment de Oridium 2, donc qui est une solution pour iOS, Android, Windows, OS 10 et Linux. Et Oridium 2, c'est un moteur sur lequel on peut construire des logiciels de lecture. C'est à la fois en soi un logiciel de lecture, mais c'est aussi et peut-être surtout un moteur, une pièce logicielle sur laquelle des structures peuvent décider de construire des logiciels de lecture. Je ne vais pas plus loin dans la définition parce que je vais revenir assez longuement sur cette question de Oridium 2 autour duquel il y a de gros enjeux pour les lecteurs dyslexiques. Et toujours côté développement, EDR Lab travaille au développement
d'une DRM non propriétaire qui s'appelle LCP. Donc une DRM, c'est un verrou numérique qu'on peut appliquer sur un livre numérique. Les distributeurs de livres numériques, les marchands, peuvent apposer des verrous sur leurs livres pour en restreindre la diffusion. En deux mots, pour éviter le piratage. EDR Lab est en train de travailler aujourd'hui à l'implémentation, puisqu'elle existe déjà, d'une nouvelle DRM dont le nom est LCP. Et là aussi, je vais revenir un peu plus longuement durant cette présentation sur cette DRM LCP, parce qu'elle aussi, elle pourrait jouer un rôle notable dans la question d'accès à l'écrit des personnes dyslexiques. Et puis l'autre grand volet des activités de DR Lab, c'est la promotion de l'utilisation du standard EPUB 3 en Europe. D'une part, avec la promotion de la publication en EPUB 3 accessible. Donc la question de l'accessibilité, comme vous le voyez, est incluse, en l'occurrence dans la question de promouvoir la publication de l'EPUB. Et puis, EDR Lab travaille au futur standard de l'édition numérique, les Web Publications et EPUB 4. J'ai déjà passé quelques slides. Je m'arrête un instant pour vous demander si vous m'entendez bien, si ça se passe correctement. Oui, oui, très bien. Merci. Je vous remercie. Je vais donc continuer. EDR Lab s'est donc penché sur la question de la dyslexie. C'est un travail qui s'est fait d'une part dans la continuité des activités d'EDR Lab sur l'accessibilité. Un gros projet d'accessibilité, en particulier orienté défi de sciences visuelles, est mené par Fernando Pinto da Silva, que certains d'entre vous connaissent aussi. On a organisé un webinaire qui s'intitulait EDR Lab et accessibilité le 28 novembre 2017, qui a été mené par Fernando, où il présente les activités d'EDR Lab autour de l'accessibilité en général et de la déficience visuelle en particulier. Sur cette slide, vous avez le lien pour retrouver ce webinaire. Donc, la dyslexie, s'intéresser à la dyslexie pour EDR Lab, c'est le prolongement de travaux qui ont déjà été initiés depuis quelques temps. Et aussi, la question de la dyslexie est arrivée parce qu'à un moment où EDR Lab avait des travaux en cours comme Regium 2, un nouveau logiciel de lecture, la DRM LCP, un nouveau verrou numérique qui va offrir de nouvelles possibilités, au moment où l'accessibilité du format EPUB est devenue une question centrale pour nous, et où la question du livre numérique nativement accessible est, pour beaucoup de raisons, devenue très importante aussi pour nous. Il a semblé utile de commencer à travailler sur la question du numérique et de la dyslexie, et en particulier de dresser un état des lieux pour avoir un point de départ pour nos travaux. La démarche, telle que nous l'avons définie pour le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est limité à la question de la dyslexie. Donc, on n'a pas adressé d'autres champs comme par exemple la dyspraxie. Notre volonté, c'était de peut-être restreindre un peu le champ de nos recherches pour avoir un point de départ qui soit plus circonscrit. Le premier constat qu'on a fait et duquel on est parti, mais c'est bon, il me semble, de revenir sur ce point-là, c'est que l'adaptation des documents est utile pour les personnes dyslexiques. Donc les personnes dyslexiques qui, par définition, rencontrent des difficultés de lecture de documents présentés dans leur présentation ordinaire, peuvent bénéficier d'une présentation alternative. Certaines présentations alternatives peuvent leur permettre d'avoir une fluidité de lecture supérieure ou un confort de lecture supérieur ou une compréhension supérieure. Il y a un certain nombre de documents de consensus qui attestent de ça. Le plus récent que j'ai repéré, ce sont les Dyslexia Guidelines qui sont publiés par l'IFLA, la Fédération internationale des bibliothèques. Ces guidelines de l'IFLA sur la dyslexie pointent bien le fait que proposer des documents dans une forme alternative avec certains types d'adaptation peut être bénéfique aux personnes dyslexiques, peut favoriser leur capacité à lire. Partant de ce constat de départ, de ce point de départ, la première chose que nous avons cherché, c'est un standard ou des recommandations qui fassent consensus concernant l'adaptation du texte au bénéfice des personnes dyslexiques. De fait, je n'ai pas trouvé de standard ou de recommandation de ce type qui fasse consensus. J'ai mené plus d'une 50aine d'entretiens à ce jour
et je n'ai pas trouvé de documents ou de liste de recommandations sur lesquelles une majorité d'intervenants s'accordent pour dire que c'était les recommandations de base. À ce stade de ce webinaire, je voulais lever une confusion. Ce que nous cherchons ici, c'est bien à déterminer quelles peuvent être les options de paramétrage d'un affichage qui seraient utiles pour les personnes dyslexiques, mais pas du tout à définir précisément un paramétrage qui devrait convenir à toutes les personnes dyslexiques. Pour me faire bien comprendre, je vais prendre un exemple. Si beaucoup d'intervenants du domaine sont d'accord pour dire que la capacité à agir sur l'espacement entre les mots dans un texte a un impact favorable sur les capacités de lecture des personnes dyslexiques, on va s'arrêter et on va utiliser cette option de paramétrage, on va considérer qu'elle est utile pour la suite de nos travaux. Par contre, notre but n'est évidemment pas de définir quel est le meilleur espacement entre les mots qui devrait convenir à tous les dyslexiques. Ce n'est pas ça notre propos. On est à la recherche de modalités de modification du texte qui soient utiles et pour un maximum de personnes qui rencontrent des troubles d'accès à l'écrit en raison de la dyslexie. Je l'ai déjà indiqué, une partie du travail que j'ai effectué pour OER Lab autour de la dyslexie a consisté à cartographier les solutions autour du livre numérique et de la dyslexie, et plus particulièrement autour du format EPUB et de la dyslexie, puisque, comme vous êtes beaucoup à le savoir, le format EPUB, c'est la forme du livre numérique ouverte qui s'est imposée aujourd'hui. C'est la forme du livre numérique donc, promeut OER Lab, comme je l'ai déjà indiqué. On a cartographié les solutions dyslexie et EPUB et on les a cartographiées au sens strict, c'est-à-dire que j'ai créé une carte qui a été mise en ligne. Elle a une version alternative textuelle pour les personnes qui ne peuvent pas voir l'image de la carte. Et sur cette carte, on a essayé de recenser un maximum de solutions en ajoutant à chaque fois un lien hypertexte, et puis évidemment de catégoriser ces solutions. Sur cette slide, vous avez le lien qui mène vers la carte. Elle a encore évolué récemment et je ne doute pas qu'elle évoluera encore dans les temps à venir. Cette carte EPUB et dyslexie, c'est d'une part une carte publique, donc pour partager les découvertes, alors qui sont des découvertes pour nous, les experts du domaine ne découvrent pas grand-chose, mais aussi pour attirer les nouveaux témoignages. Donc on s'est dit qu'en publiant, en montrant qu'on avait repéré certaines ressources ou certains acteurs, on pouvait s'attendre à ce que d'autres acteurs qui ont produit d'autres ressources se tournent vers nous. Et ça a effectivement eu lieu et ça continue d'avoir lieu. C'est aussi un endroit dans lequel nous avons catégorisé les solutions, j'y reviendrai. C'est un travail qui s'est appuyé sur un écosystème qui est extrêmement actif. Alors j'ai eu beaucoup de chance de me voir confier cette mission parce que j'ai découvert un domaine dans lequel il y a des experts très qualifiés, beaucoup de monde qui travaille, de mon point de vue, une forme d'effervescence en ce moment. Alors, c'est peut-être parce que je découvre un peu le domaine, mais j'ai assisté à trois événements publics qui étaient des grands succès avec énormément de participants et beaucoup d'engagement de la part de l'ensemble des acteurs. La démarche de OER Lab, elle est complémentaire, elle se conçoit comme complémentaire des démarches qui sont déjà existantes. Donc, je l'ai dit, pour OER Lab, je découvre ou je débroussaille ce domaine d'activité. Si on doit apporter quelque chose ou si OER Lab peut apporter quelque chose, c'est en complément de ce qui se fait déjà. Et il y a un certain nombre d'indicateurs qui, je pense, viennent à l'appui de ce point de vue. D'une part, OER Lab, c'est une structure à but non lucratif. D'autre part, les ressources que nous sommes susceptibles de produire, par exemple Iridium 2, sur lequel je reviendrai, les ressources logicielles, c'est de l'open source. Donc, quand c'est édité, quand c'est rendu public, eh bien, ceux qui veulent s'en emparer peuvent le faire. Et puis, OER Lab est très engagé dans la coopération internationale sur les standards. Et de ce point de vue-là aussi, le travail que nous le menons dans le but que si on tend vers de la standardisation ou à un moindre niveau de la recommandation pour que ça bénéficie au maximum de monde.
les grandes catégories de solutions repérées sur la carte. Alors, il y en a quatre aujourd'hui. Je m'arrêterai principalement sur les deux premières. En premier lieu, ce sont les livres numériques spécifiquement adaptés pour les personnes dyslexiques. Donc, je parle là d'EPUB qui ont fait l'objet d'adaptations pour être rendus plus facilement lisibles par les personnes dyslexiques. Et puis, la deuxième catégorie, ce sont les readers. Donc, j'utilise un anglicisme pour qualifier les logiciels de lecture. Les logiciels de lecture. Et là, on va parler des readers spécifiques qui adaptent du texte numérique standard aux besoins des personnes dyslexiques. Donc, des readers spécialisés pour faciliter la lecture par les personnes dyslexiques. Sur cette carte, on trouve aussi des projets de recherche qui ont été repérés, et puis des bundles. Ces bundles, ils sont intéressants, c'est des offres qui rassemblent dans une même proposition un ensemble de solutions. Et aujourd'hui, je vais vous parler livres numériques spécifiquement adaptés, et puis reader. J'ai copié sur cette slide la partie de la carte qui concerne les livres numériques spécifiquement adaptés pour les personnes dyslexiques. Donc, la carte est, les actions de DR Lab étant européennes, la carte a été créée en anglais, donc on parle d'Accessible eBooks. Et puis, on a scindé ces livres accessibles, d'une part, dans ceux qui ont été produits en EPUB ou sous la forme d'appli, et enfin, ceux qui ont fait l'objet d'une production dans un autre format. Donc, on parle à peu près de la même chose. Je vais très brièvement vous présenter un livre numérique produit spécifiquement avec des enrichissements au bénéfice des personnes dyslexiques. Donc, c'est un livre publié par Nathan en collaboration avec Moby10. Ça s'intitule Souvenirs de Gibraltar. Ça a été écrit par Laurence Gillot et Charlotte Roederer. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est l'EPUB. C'est ouvert dans iBook sur un iPad. Voilà une première capture d'écran. Donc, on voit sur un fond d'illustration qui a été masqué par le texte, un texte numérique qui, donc, en l'état, ne fait pas l'objet d'énormément d'adaptations spécifiques. C'est la première page de ce livre. Et puis, si je passe à la slide suivante, alors, grâce aux fonctionnalités offertes par ce livre numérique spécifiquement, j'ai appliqué un certain nombre de modifications. Donc, on peut citer par exemple une colorisation syllabique, des lettres muettes qui ont été grisées, le changement de la typo, le fait que la bande, le ruban jaune qu'on voit ici, c'est un repère pour risquer une analogie avec le monde physique. Ça peut se comparer à la règle que va utiliser un enfant ou une personne qui a des difficultés de lecture pour suivre les lignes d'un texte dans un livre papier. Ben là, c'est la même chose, mais en numérique. Donc, comme vous le voyez, c'est un livre numérique, mais qui embarque un certain nombre de possibilités d'affichage qui sont beaucoup plus favorables aux personnes dyslexiques. Les livres numériques spécifiquement adaptés pour les personnes dyslexiques, donc on en a repéré un certain nombre, comme vous l'avez vu précédemment sur la carte. Leur production est limitée en nombre de titres, c'est-à-dire qu'on n'a pas repéré des milliers de titres en France. Par contre, elle est extrêmement qualitative. C'est-à-dire qu'on a, comme sur l'exemple qu'on a pu voir, on a un travail qui est fait spécifiquement à destination des personnes dyslexiques en prenant très bien en considération leurs besoins. Et on a aussi un travail qui est fait par des structures qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont investies dans ce champ d'activité depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est très qualitatif. La production reste toutefois restreinte aujourd'hui. C'est très majoritairement produit par des structures productrices spécialisées, donc des maisons d'édition de livres numériques. Donc, c'est l'activité principale et qui sont sur le créneau de la dyslexie. On a repéré toutefois quelques structures productrices qui ont une activité d'édition plus large et qui, au sein de ces activités d'édition plus large, hébergent une section ou une antenne qui produit spécifiquement pour les personnes dyslexiques. La grande surprise pour nous, ça a été de constater la prédominance de l'utilisation de l'EPUB sur tous les autres formats. C'est-à-dire que j'ai trouvé plus de livres numériques spécifiquement adaptés pour les dyslexiques produits en EPUB que dans les autres formats. Et on ne s'attendait pas à ça avant de commencer. Ce qui est un peu moins une surprise, mais qui a été constaté aussi, c'est une prédominance du fixed layout sur le reflow. Alors, je peux
peut-être m'arrêter un instant sur ces considérations-là qui sont un peu techniques. Donc, il y a deux façons de produire du livre numérique en EPUB, soit en fixed layout, c'est-à-dire, on pourrait le qualifier en français d'EPUB à marge fixe ou d'EPUB fixed, c'est-à-dire un livre numérique dans lequel les frontières des pages sont définies de façon assez stricte. Et puis, l'autre catégorie d'EPUB, ce sont les EPUB que l'on qualifie de reflowable, on pourrait parler en français d'EPUB fluide, qui sont des EPUB qui, eux, sont susceptibles de s'adapter beaucoup plus à la volée, par exemple aux dimensions de l'écran que l'on utilise, donc qui sont susceptibles en fonction de s'ils sont lus sur l'écran d'un iPad ou d'une tablette ou sur celui d'un téléphone avec un petit écran, de s'adapter à la volée. Cette prédominance du fixed layout sur le reflow, elle peut s'expliquer de beaucoup de façons. Par contre, elle rentre un peu en conflit avec ce que sont aujourd'hui les recommandations sur l'accessibilité de l'EPUB pour les personnes empêchées de lire en raison de handicap. Ces recommandations sont construites historiquement, bien sûr, beaucoup sur la question de l'accès à l'écrit des personnes déficientes visuelles, des personnes aveugles et malvoyantes. Et elle préconise très largement le fait d'utiliser, de produire de l'EPUB fluide. Là, on a une petite divergence dans les choix techniques qui ont été faits. C'est l'une des pistes de travail pour la suite qui consisterait à se demander ce qui amène à ce choix du fixed layout du côté du livre numérique spécifiquement produit pour les personnes dyslexiques, et peut-être à réfléchir à des modalités de réconciliation des deux secteurs de l'accessibilité, qui sont le secteur de ceux qui produisent pour les personnes déficientes visuelles et en l'occurrence ce qui nous préoccupe aujourd'hui, la question de la dyslexie. Et puis, si, comme je l'ai dit, on n'a pas trouvé de standard concernant les adaptations qu'il serait nécessaire ou qu'il serait très recommandé de proposer dans un livre pour qu'il soit vraiment accessible à des personnes dyslexiques, il y a des modalités d'adaptation du texte qui sont récurrentes d'un livre à l'autre. Donc, quand on prend l'ensemble des livres numériques spécifiquement édités avec des fonctionnalités qui rendent la lecture plus facile pour les personnes dyslexiques, on retrouve d'un livre à l'autre, ou plutôt d'un éditeur à l'autre, puisqu'un même éditeur va souvent implémenter les mêmes fonctionnalités dans tous ses livres. On retrouve d'un éditeur à l'autre des modalités d'adaptation qui sont récurrentes. Donc, il y a une forme, disons, de consensus de fait. Outre le fait que l'EPUB est déjà le format de prédilection pour la production de livres adaptés aux besoins des personnes dyslexiques, ce qui, de notre point de vue, est une très bonne nouvelle, on a constaté, par contre, un déficit de normalisation de l'enrichissement de ces EPUB pour les dyslexiques. Je vais m'arrêter un instant sur ce point. De la même façon qu'on n'a pas pu trouver de standard ou de consensus sur quelles sont les options, les modalités d'adaptation qu'il faudrait introduire dans un EPUB pour qu'il soit bien correctement accessible pour les personnes dyslexiques, on n'a pas non plus trouvé, évidemment, de normes sur la façon dont il conviendrait d'injecter ces enrichissements dans les EPUB. Donc, pour une même fonctionnalité ou pour une même information additionnelle qui vient enrichir l'EPUB, deux éditeurs spécialisés dans ce domaine vont utiliser deux chemins différents pour introduire la même information. Il y aurait évidemment un bénéfice pour tout le monde à normaliser la façon dont on enrichit. Pas pour limiter les possibilités en termes d'enrichissement, mais pour se mettre d'accord sur, dans le cas où on introduit tel type d'information, alors introduisons-la de telle ou telle façon, mais déterminons une manière de l'introduire. Ce serait en particulier utile parce que quand on parle de livres numériques, et là c'est ce dont on était en train de parler, il faut évidemment qu'on parle des outils de lecture, des readers qui soient compatibles avec les EPUB concernés, et nous avons constaté un déficit de readers compatibles avec les EPUB très enrichis. Les entretiens que j'ai pu mener, en particulier, montraient beaucoup de difficultés dans le monde Android concernant la capacité des tablettes et des différentes solutions
à prendre en charge les EPUB. C'est évidemment lié aux capacités des outils de lecture, donc des logiciels de lecture concernés, des readers, et c'est très certainement aussi lié, enfin c'est une histoire de poulet d'œuf, à la façon dont on enrichit les EPUB. Et il nous semble qu'un travail de normalisation sur l'enrichissement de ces EPUB serait profitable à toute la chaîne. Quittons le monde le secteur du livre numérique spécifiquement enrichi pour parler de la partie gauche de la carte que je vous avais présentée. Donc, j'ai découpé cette partie gauche, vous la voyez sur cet écran. Et donc, ce sont les readers spécialisés pour les personnes dyslexiques. Donc, les logiciels de lecture, que je vais qualifier de readers dans cette présentation si vous voulez bien, ils sont capables de prendre un texte numérique qui n'a pas fait l'objet d'adaptation spécifique et qui sont capables de l'afficher avec des modifications conçues pour faciliter la lecture par les personnes dyslexiques. Dans l'ensemble des readers repérés, on a catégorisé l'ensemble de ces readers en deux catégories. Donc, d'une part, ceux qui déclarent prendre en charge l'EPUB, donc ce sont ceux qui sont with EPUB support, et ceux qui déclarent ne pas le prendre en charge. Je m'arrête un instant sur cette notion de reader spécialisé pour lire du texte numérique non adapté. Donc, imaginons que j'ai un livre numérique au format EPUB. Donc, par exemple, je viens d'acheter un roman pour adolescents, par exemple, au format EPUB. Je l'ouvre dans un logiciel de lecture spécialisé, dans un reader. J'ai mis 3 exemples ici, que sont Voice Dream Reader, Accessidis par le CNED, et puis Easy Reader de Dolphin. Je l'ouvre dans mon lecteur. Donc, le livre numérique de départ n'a pas fait l'objet d'adaptation spécifique aux besoins des personnes dyslexiques. Je l'ouvre dans mon reader spécialisé, et là, je bénéficie d'une part d'un affichage adapté, évidemment de la capacité de modifier les paramétrages en fonction de mes besoins, ce qui amène à une personnalisation de l'affichage. Et donc, la plupart, sinon tous les logiciels de lecture proposent une forme ou une autre de personnalisation de l'affichage, au moins le fait d'agrandir un peu les caractères ou de réduire leur taille. En l'occurrence, pour les readers dont je vais parler, ils proposent des fonctions qui sont plus avancées, plus spécialisées pour faciliter l'accès à l'écrit des personnes dyslexiques. Parmi tous les readers que nous avons repérés qui sont conçus pour faciliter l'accès à l'écrit des personnes dyslexiques, il y a quelques constats. Donc, d'une part, les fonctionnalités proposées sont le plus souvent récurrentes. Tous les readers ne proposent pas toutes les fonctions, mais la majorité des readers proposent des fonctions qui sont identiques. Ce qui, dans notre démarche, qui a consisté à chercher un standard, et alors que nous ne l'avons pas trouvé, quelque chose d'intéressant, puisque là, en repérant les fonctions récurrentes, on peut retrouver des fonctions qui font une forme de consensus de fait. La majorité de ces readers annoncent une prise en charge de l'EPUB. Je crois que sur une petite vingtaine, il y en a 3 qui déclarent ne pas prendre en charge l'EPUB. Les autres annoncent tous prendre en charge l'EPUB. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ce qui l'est un peu moins, c'est que nos tests montrent que la prise en charge de l'EPUB par ces readers, elle est très inégale. On a d'une part des readers qui ne parviennent pas du tout à ouvrir les EPUB. Donc là, que ce soit EPUB 2 ou EPUB 3, on bute sur une fonctionnalité qui n'est pas là. Voilà, c'est implémenté, mais ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un cas. Et puis, l'autre cas qu'on a retrouvé régulièrement aussi, ce sont des readers qui n'interprètent pas la structure des EPUB correctement. Donc, ils vont donner accès au texte. À l'écran, je vais pouvoir afficher le texte. Et dans bien des cas, je vais pouvoir appliquer les fonctions de paramétrage que me propose le reader spécifiquement. Donc, pour prendre un exemple précis, si mon reader permet de modifier l'espacement entre les mots parce que c'est bénéfice aux personnes dyslexiques, je vais pouvoir le faire sur ces EPUB. Par contre, la structure de l'EPUB étant très mal interprétée, je vais avoir un affichage qui est peu conforme aux souhaits de l'éditeur et qui rend la compréhension du document beaucoup moins évidente. Par exemple, on peut avoir des césures inopinées, des blancs dans le texte qui interviennent à
à des moments où très visiblement l'éditeur n'a pas souhaité introduire un blanc et où quand on ouvre cet EPUB dans un autre logiciel de lecture qui le prend en charge plus correctement, il n'y a pas ce genre de blanc ou de trou. Donc, les readers existent, ils déclarent prendre en charge l'EPUB. Après, les problèmes techniques sont encore très, très importants chez beaucoup de ces readers quand on essaye d'ouvrir des EPUB avec. Ça nous a amené à commencer à discuter avec l'ensemble des producteurs des logiciels concernés et ils sont tous été très intéressés par la discussion. Luc, pardon, oui. On a le droit de poser des questions au fur et à mesure. Oui. Et Flore du à l'appareil. Oui. C'est pour demander, du coup, vous disiez que globalement, ils proposaient des fonctionnalités à peu près semblables les uns aux autres. Deux choses, déjà, j'ai oublié de noter à peu près combien de logiciels de lecture adaptés vous avez regardé. J'ai noté qu'il y en avait seulement 3 qui ne prenaient pas en charge l'EPUB, mais du coup, je ne sais plus sur combien. Et l'autre chose, c'est dans les grandes lignes, ces fonctionnalités à peu près identiques, c'est quoi? C'est l'espacement de caractères, la couleur de fond, ou peut-être que ça va venir après? Alors, effectivement, vous me fournissez une super transition, mais un peu tôt. Donc, je vais lister tout à l'heure les fonctionnalités que nous avons repérées et que nous entendons réutiliser dans certaines de nos productions. Donc, je vais en reparler un peu plus tard. D'accord, okay, parce que je pensais que là, c'était vraiment sur ce qui concerne les logiciels et pas l'EPUB. Mais... Donc ça, là, on parle spécifiquement des logiciels et des fonctionnalités d'adaptation que proposent ces logiciels. Et je vais reparler de ces fonctionnalités un peu plus tard quand je vais parler du travail que nous faisons sur Ridium 2. Donc le logiciel de lecture qui est développé à l'heure actuelle par EDR Lab. Et je vais revenir là-dessus. Et pour ce qui est du nombre de readers de mémoire, il y en a une petite vingtaine, mais vous pouvez retrouver l'ensemble de ces readers sur la carte. Et le lien de la carte est dans ce diaporama qui sera mis en ligne. Et sinon, un bon moteur de recherche avec la requête EDR Lab et dyslexie vous fait apparaître la carte. Ok, super, merci. C'est moi qui vous remercie vivement pour la question. L'autre constat, c'est que les readers étudiés ne prennent pas en charge la DRM Adobe, donc le verrou Adobe. Pourtant, la prise en charge des DRM, c'est aujourd'hui une condition essentielle pour un logiciel de lecture, dans la mesure où la majorité de la production éditoriale en EPUB, en France en tant que cas, est distribuée sous DRM aujourd'hui. Et très majoritairement en utilisant la DRM, le verrou numérique, qui est vendu par Adobe. Donc, aujourd'hui, si j'achète un livre numérique dans le commerce et que ce livre numérique du commerce, et qu'il est verrouillé par une DRM Adobe, si j'essaye de l'ouvrir avec l'un ou l'autre des readers dont j'ai parlé, ça ne va pas fonctionner. C'est une vraie limitation en l'état actuel du marché. La solution va venir, nous pensons, de la DRM LCP. Donc la DRM LCP, c'est une nouvelle DRM, un nouveau verrou numérique. C'est un nouveau type de verrou numérique qui a été développé par EDR Lab et qui est en cours d'implémentation et qui va d'une part permettre la lecture d'EPUB dans sensiblement plus de readers. Elle sera d'une part plus simple à implémenter et d'autre part sensiblement moins chère pour les éditeurs de logiciels qui décideront de l'implémenter. Elle va être implémentée dans plus de readers. Elle est déjà en cours d'implémentation dans un certain nombre de structures. Et le meilleur exemple qu'on peut prendre, à mon sens, de ce que cette DRM LCP va permettre de faire, ce sont les bibliothèques numériques. Comme vous le savez, je suis bibliothécaire. Alors, c'est un exemple cher à mon cœur. Pour vous présenter ce que LCP devrait permettre aux personnes dyslexiques de faire avec les bibliothèques numériques, je vous présente ce petit schéma. Donc, à l'heure actuelle, en France, il y a un schéma de bibliothèque numérique qui s'appelle PNB, pour prêt numérique en bibliothèque. Il y a des déclinaisons locales dans certaines villes, à Paris,
C'est la bibliothèque numérique de la ville de Paris, à Grenoble, on a Bibook, etc. Et les livres qu'on trouve dans PNB, ce sont des livres numériques et très majoritairement en EPUB. Demain, quand la DRM LCP sera implémentée à la fois du côté des bibliothèques numériques, donc côté PNB, c'est-à-dire quand les livres numériques EPUB seront distribués via ces bibliothèques numériques en utilisant la DRM LCP, et quand la DRM LCP sera implémentée dans les logiciels de lecture spécialisés pour les personnes dyslexiques, donc dans les readers, quand la gestion des droits de prêt donc, se fera avec la DRM LCP, on sera dans une situation où une personne dyslexique pourra utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone avec un logiciel spécifiquement adapté à ses besoins, se rendre sur la déclinaison locale de PNB. Donc, par exemple, si cette personne réside à Paris, sur le site internet de la bibliothèque numérique de la ville de Paris, et accéder à des EPUB et les lire en bénéficiant des affichages et des paramétrages spécifiquement proposés par le reader que cette personne utilise. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas possible, c'est-à-dire que pour accéder aux bibliothèques numériques dans le cadre de PNB, les DRM utilisés contraignent énormément le choix des readers. On travaille à l'heure actuelle, non pas au développement de la DRM LCP, ça c'est déjà fait, mais à son implémentation pour rendre ces usages-là possibles. Les enjeux sont évidemment très importants pour les personnes empêchées de lire en raison de handicap, et en particulier pour les personnes dyslexiques, parce que ce qu'on va trouver dans PNB, c'est la production éditoriale générale, donc les livres des grands éditeurs tels qu'ils peuvent être vendus dans le commerce, et donc une production qui par définition est très attrayante et très lue par les publics, ou susceptible d'être très lue par les publics concernés. Je vous ai parlé de livres numériques spécifiquement produits aux besoins des personnes dyslexiques, avec des adaptations spécifiques pour les besoins des personnes dyslexiques, de readers, donc de logiciels de lecture qui proposent des adaptations spécifiques pour ces personnes. Un autre champ du livre numérique susceptible d'intéresser les personnes dyslexiques, c'est l'exception handicap. L'exception handicap, c'est, en deux mots, une exception aux droits d'auteur et aux droits voisins qui autorise des structures spécialisées, comme par exemple des bibliothèques qui s'adressent aux personnes aveugles ou à d'autres personnes handicapées empêchées de lire, à produire des versions alternatives des livres et à les prêter à ces personnes. Il y a peu encore, cette exception handicap, elle s'adressait exclusivement aux personnes déficientes visuelles et à quelques autres catégories de personnes empêchées de lire en raison de handicap. Et depuis peu, et c'était encore en cours, cette exception handicap, son bénéfice s'est vu élargir grâce en particulier au travail du service du livre et de la lecture, du ministère de la Culture. Son bénéfice s'est vu élargi aux personnes dyslexiques. Les entretiens que j'ai menés m'ont montré que d'une part, c'est une possibilité qui est encore peu connue. Les interlocuteurs avec qui j'ai pu parler, qui étaient les plus experts du domaine ou les plus en réseau, étaient bien au fait de ces questions, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ignoraient. Et puis, il y a encore de grandes questions qui sont à la fois des questions liées aux usages, à ce que vont devenir les usages, mais aussi des questions très techniques. La première, c'est comment les ressources antérieurement produites vont-elles être utilisées, seront-elles utiles pour les personnes dyslexiques? Donc, on a les ressources antérieurement produites, c'est par exemple l'association Valentin Huy a posté un tweet hier pour annoncer qu'ils avaient passé la barre des 30 000 livres audio au format DAISY disponibles dans leur bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque en téléchargement. Aujourd'hui, ces collections de l'association Valentin Huy sont en passe d'être accessibles elles aussi aux personnes dyslexiques dans le cadre de l'exception handicap. C'est en cours pour des questions légales, mais ça va être le cas dans quelques semaines, je pense. La question, c'est comment les dyslexiques, quel peut être le profit pour les dyslexiques de ces collections et plus techniquement, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? En d'autres termes, aujourd'hui, les interlocuteurs à qui j'ai pu parler m'ont dit, mais super du livre audio, mais les personnes dyslexiques avec lesquelles nous sommes en contact n'ont pas de lecteur DAISY, voire méconnaissent l'existence des lecteurs DAISY. Donc, est-ce que c'est utile d'écouter ça avec un lecteur MP3 uniquement? Quels sont les usages possibles? Ça reste encore, à mon sens, un sujet de travail. Et puis l'autre grande question, c'est quelle est la convergence? C'est pour part une reformulation de la précédente, mais quelles convergences sont possibles entre les besoins des dyslexiques et ceux des personnes déficientes visuelles? Puisque les structures qui aujourd'hui produisent
du livre adapté pour les personnes empêchées de lire par un handicap, alors que précédemment, elles travaillaient presque exclusivement au bénéfice des déficients visuels. Aujourd'hui, elles peuvent, à bon droit, considérer qu'elles vont travailler à destination des déficients visuels, mais aussi des dyslexiques. La question qui se pose, c'est comment concevoir une forme du livre adapté qui convienne au maximum d'utilisateurs potentiels, puisque, évidemment, produire des formes alternatives ou plusieurs formes adaptées d'un même document, c'est extrêmement onéreux. J'ai formulé sur cette slide mes considérations sous la forme de questions. On n'a pas encore de réponse très arrêtée à ces questions-là. C'est un travail en cours. Ce dont nous sommes sûrs, et on a quelques arguments à l'appui de ça, c'est que le standard EPUB, c'est le point de convergence technique qui va permettre le plus de synergie. Le gros du travail qui a déjà été effectué en termes de production de documents dans le cadre de l'exception handicap, la très grande majorité des documents produits l'ont été au format DAISY. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, mais ça peut valoir la peine de le répéter, le format DAISY, c'est une forme un peu archaïque, en quelque sorte, du format EPUB. C'est peut-être un ancêtre du format EPUB, ou en tout cas, ça a préexisté au format EPUB, et c'est aujourd'hui, on est en train de passer de DAISY 2 comme format de distribution à EPUB 3. EPUB 3, c'est la forme suivante de DAISY. Donc, côté livre produit pour les personnes déficientes visuelles, il y a déjà un chemin qui va droit vers EPUB, et nous pensons que les structures qui produisent du document spécifiquement pour les personnes dyslexiques dans le cadre de l'exception handicap auraient grand intérêt à s'intéresser au format EPUB, parce que il y a une nécessité d'avoir une convergence dans les modalités d'adaptation, en tout cas aussi loin que possible, avant de passer, si c'est nécessaire, à des adaptations spécifiques. Je l'ai évoqué au début de cette présentation qui arrive à son terme. L'un des projets en cours à EDR Lab, c'est le développement de Readium 2, donc un logiciel de lecture, un reader, qui est développé pour la majorité des plateformes qui existent sur le marché aujourd'hui. Et l'une des choses qui m'a été demandée lors de ce projet, et donc l'une des choses que j'ai produites, c'est une liste de fonctionnalités d'adaptation du texte à implémenter dans Readium 2 au bénéfice des personnes dyslexiques. Donc, des fonctions de modification du texte à la volée dont on considère qu'elles sont utiles pour les dyslexiques. Avec un double enjeu, d'une part, proposer évidemment des solutions de lecture qui soient adaptées aux besoins des personnes dyslexiques, et ça sur l'ensemble des plateformes. Ça veut dire que demain, on va pouvoir dire, oui, pour vous qui êtes dyslexique, si on vous recommande Readium 2, on vous recommande Readium 2, et sachez que à peu près quelle que soit la plateforme de lecture que vous utilisiez, que ce soit un smartphone Apple ou un ordinateur sous Windows, vous aurez une forme vous aurez une solution Readium 2 qui fonctionnera sur votre plateforme. L'autre enjeu qui est peut-être le plus important, c'est dans la mesure où Readium 2 est conçu comme un moteur sur lequel des producteurs, des éditeurs de logiciels de lecture vont pouvoir construire leur logiciel de lecture en utilisant ce moteur open source. Notre objectif, c'est que les fonctionnalités bénéfiques aux personnes dyslexiques qu'on va injecter dans Readium 2, elles se retrouvent dans des solutions de lecture grand public. L'enjeu, c'est en faisant nécessaire pour que ces adaptations, ces fonctionnalités soient dans des logiciels de lecture grand public, c'est évidemment que ça bénéficie au plus grand nombre, mais sont surtout des enjeux en termes de communication. On sait que les utilisateurs potentiels d'une solution s'en emparent si elle est visible. Alors évidemment, si les fonctionnalités qu'on a implémentées sont visibles dans le logiciel de lecture sur téléphone de Monsieur Tout le Monde, ça va les rendre encore plus utilisables par la majorité des personnes concernées. Les fonctionnalités à implémenter dans Readium 2, on les a établies sous la forme d'une liste avec trois grands groupes. Il y a une quinzaine de fonctionnalités. Elles vont de choses simples comme modifier la taille des caractères. Je dis que c'est simple parce que ça se retrouve dans la très grande majorité, sinon tous les lecteurs de livres numériques aujourd'hui. La possibilité de choisir la police, avec évidemment la possibilité d'opter pour des polices spécifiques conçues pour les personnes dyslexiques. Le fait de modifier l'espacement entre les caractères, entre les mots et entre les lignes. Donc là, on est déjà sur des adaptations qui sont beaucoup moins fréquentes dans les logiciels de lecture. Le second lot
de fonctionnalités que nous souhaitons implémenter dans Region 2, c'est le fait d'appliquer une trame alternée pour distinguer les lignes, donc d'avoir des colorisations d'arrière-plan qui permettent de mieux distinguer les lignes. Évidemment, de la voie de synthèse, à la fois pour une lecture en mode continu ou pour une lecture ponctuelle à la demande pour un soutien ponctuel pour lire un mot. Autoriser ou interdire les césures de mots, modifier la couleur du fond et la couleur du texte, pouvoir modifier la présentation du texte et en particulier demander un texte en drapeau avec fer à gauche, modifier la taille des marges. Et le troisième bloc concerne le fait de modifier le nombre de lignes visibles, mettre en évidence la ponctuation par une coloration, mettre en évidence les syllabes par une coloration, et puis proposer une règle de lecture pour suivre le texte. Donc c'est la capacité d'avoir un élément graphique que le lecteur peut déplacer à souhait pour repérer dans le texte la ligne sur laquelle son regard et son attention sont portés à un instant donné. J'en ai peu parlé pour l'instant, mais l'un des sujets les plus évoqués lors des entretiens que j'ai menés, c'est la question de l'accessibilité du livre scolaire. Ça nous amène à penser que les travaux menés sur les manuels scolaires adaptés en EPUB 3, en particulier dans le cadre de l'exception handicap, doivent pouvoir bénéficier aux personnes dyslexiques. Mais ici, des tests restent à mener. Donc, c'est une intuition ou un point de vue, mais ça reste à prouver. J'ai eu la chance d'être en contact avec des professionnels qui adaptent du manuel spécifiquement pour les personnes dyslexiques en Belgique, à la fois en Belgique francophone et en Flandre, aux Pays-Bas et en Suède. Et pour le coup, c'était une surprise assez négative. Dans tous les cas, ils s'appuient sur du PDF pour produire ces manuels scolaires spécifiquement adaptés. Il y a un certain nombre de raisons qui expliquent ça. L'une d'entre elles qui m'a été exposée par les collègues de Belgique francophone, c'est pour faire court un déficit de moyens et donc le souhait d'aller au plus vite vers quelque chose qui convient. Mais là, comme vous le voyez, on n'est pas dans une convergence autour d'un standard technique, comme pourrait être la convergence vers l'EPUB. Ça reste des sujets qu'il faut encore travailler, en particulier pour ce qui est de la Suède. Les collègues suédois de MTM, la grande bibliothèque suédoise du livre adapté, m'ont indiqué que c'était l'état de leurs activités, mais qu'ils avaient aussi de très gros projets qui incluaient une réflexion autour de l'EPUB. L'autre initiative sur laquelle nous sommes penchés à l'étranger, c'est l'action de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a créé un consortium dont le nom est ABC. Et ce consortium a de multiples activités. Et l'une d'entre elles, c'est le financement de la production de livres scolaires accessibles dans des pays en voie de développement. Aujourd'hui, il y a près d'une dizaine de projets en cours. Il y a 4000 livres scolaires qui ont déjà été produits. Et là, toute la production a lieu en EPUB 3. Dans la mesure où ce travail de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle se situe dans le cadre du traité de Marrakech, un traité mondial qui est au bénéfice des personnes déficientes visuelles, mais aussi des personnes qui sont empêchées de lire en raison de troubles cognitifs comme les personnes dyslexiques. Il y a des choses à creuser de ce côté-là. Voilà, on a fait le tour des travaux menés jusqu'ici. Et puis sur deux dernières slides, je vais vous présenter ce qui pourrait être ce que pourraient être les pistes pour poursuivre nos travaux. D'une part, donc, concernant l'accessibilité au sein de Region 2, vous l'avez vu, nous allons implémenter un certain nombre de fonctionnalités qu'on a repérées, qu'on considère comme utiles pour les personnes dyslexiques. Reste à valider la pertinence de ces propositions, puisque une fois que Region 2 sera sur la table, sera disponible, un travail pourra être fait de tests. D'autre part, il va être nécessaire de définir des profils types à préenregistrer dans l'application. Je l'ai déjà évoqué, mais il nous semble qu'il sera utile de pouvoir proposer la capacité pour un utilisateur donné d'avoir une présentation alternative immédiate sans avoir à tâtonner dans l'ensemble des réglages. Et évidemment, il faudra communiquer avec les professionnels du secteur, à la fois sur Region 2 comme un logiciel de lecture et aussi sur Region 2 comme un moteur sur lequel ils peuvent construire leurs solutions assez librement puisque c'est de l'open source. Le second point concerne la prise en charge de l'EPUB dans les readers spécialisés. On l'a vu, pour un certain nombre d'entre eux, ce n'était pas très efficient. Il faut qu'on poursuive nos tests et les échanges qu'on a avec les professionnels du secteur
qui, je l'ai déjà dit, mais je le rementionne, sont assez féconds. Enfin, ils sont tous très intéressés par ce qu'on a à leur dire. Et évidemment, on va pousser Ridium 2 comme moteur gratuit sur lequel construire leur solution. Enfin, pour cette première diapo, on souhaite poursuivre le travail sur les livres numériques spécifiquement adaptés en EPUB, en particulier en normalisant les possibilités d'enrichissement, en partageant les options choisies et certainement en allant vers un standard porté par le W3C qui aujourd'hui est l'institution qui s'occupe des évolutions du format EPUB. Et évidemment, travailler sur la prise en charge de ces EPUB spécifiquement adaptés par les readers eux-mêmes. Ça va de soi. Les 3 dernières pistes concernent la question de la scolarité et de la dyslexie. Il serait très intéressant de tester auprès des personnes dyslexiques l'intérêt de la production actuelle existante en EPUB 3. Dans le cadre de l'exception handicap, il y a des choses du manuel en particulier qui est scolaire produit en EPUB 3 dans le cadre de l'exception. Il serait très intéressant de les tester auprès des personnes dyslexiques pour en voir les intérêts, mais aussi certainement les limites. Il y a de la production d'EPUB 3, du commerce évidemment aussi, du livre scolaire un peu, et puis des romans étudiés en classe aussi. Et ça, ce serait très intéressant de pouvoir commencer à les tester avec des personnes dyslexiques. Et une piste pour avancer, ce serait de produire et de tester un prototype de livre scolaire en EPUB, évidemment adapté aux besoins des élèves dyslexiques. La question du fixed layout et donc de l'EPUB fixe et de l'EPUB fluide nous amène à penser que produire un prototype d'EPUB fluide mais enrichi, répondant aux besoins des personnes dyslexiques serait intéressant, à la fois parce que ça nous permettrait d'avoir un exemple, mais aussi, si on aboutit, de produire et de diffuser des recommandations pour la production d'EPUB fluide, nativement accessible pour les personnes dyslexiques. Donc, ça nous permettrait de produire des recommandations sur quelles sont les bonnes pratiques en matière de production d'EPUB quand on pense aussi aux personnes dyslexiques. Et enfin, dernier point, évidemment, le travail sur la DRM-LCP, quand elle sera implémentée, on va en tester les possibilités en situation réelle, par exemple, dans l'utilisation d'une bibliothèque numérique pour les personnes dyslexiques. Notre projet, c'est de faire la publicité des solutions pertinentes. Et l'une des choses envisagées, c'est de produire des vidéos de présentation pour toucher un plus large public, donc de mettre en forme les résultats de ces travaux, ou de présenter sous le jour le plus favorable et le plus grand public possible les possibilités qui vont être offertes par le livre numérique EPUB quand la DRM-LCP sera implémentée dans le cadre des bibliothèques numériques évidemment et de la production éditoriale générale aussi. Je vous remercie vivement pour votre attention. J'ai rédigé un rapport lors de ce projet. Laurent Lemeur m'a indiqué qu'il souhaitait y avoir accès, pourrait y avoir accès. Il suffira de vous signaler auprès de nous. Et puis, j'en ai fini pour ma part. Bien, on va passer aux questions. J'en vois une première de Luc Audrin qui est écrite dans le chatter de GoToMeeting, qui est que des lecteurs d'écran semblent pouvoir lire EPUB ouverts dans des applications de lecture d'EPUB. Que pensez-vous de ce cas comme WordQ? Tiens, je ne connais pas WordQ. Je ne connais pas non plus WordQ. Je sais que des logiciels de revue d'écran sont susceptibles de lire de l'EPUB quand il est présenté dans certains readers. Toutefois, là, quand on parle des personnes dyslexiques, on a très peu, sinon aucune des personnes concernées qui a recours à des logiciels de revue d'écran. Les logiciels de revue d'écran sont dans des solutions comme JAWS ou NVDA ou VoiceOver qui permettent la synthèse vocale à la volée du texte, mais sont aussi conçus pour contrôler le device, l'ordi ou le téléphone qu'on est en train d'utiliser, donc c'est relativement complexe d'utilisation. Donc ce n'est pas une des choses que j'ai considérées dans ce projet-là, mais peut-être qu'effectivement, ça pourrait être une des choses à considérer. Est-ce qu'un usage un peu détourné de logiciels de revue d'écran pourrait être utile pour les personnes dyslexiques? Objectivement, personnellement, j'ai essayé d'utiliser VoiceOver sur un iPhone pour tester nos applications. On cherche à améliorer un petit peu l'ergonomie, justement VoiceOver de nos applications, mais ça reste complexe en effet d'utilisation. Pour VoiceOver, donc le logiciel de revue d'écran qui est implémenté sur les solutions Apple, les iPhones.
on considère qu'il faut une centaine d'heures de formation pour bien maîtriser la solution. Donc c'est à la fois très utile aux personnes qui ont besoin d'y avoir recours, en particulier aux personnes aveugles, mais c'est très lourd à prendre en main. Quelles sont vos autres questions? Marion Bertomovilis, donc bonjour Laurent, bonjour Luc. Tu as parlé, Luc, de LCP, de l'ensemble de la chaîne. La question aujourd'hui, c'est qui utilise, jusqu'où ça va, quels sont les livres qui sont aujourd'hui disponibles par des lecteurs et qui ont suivi une chaîne LCP complète. Quel diffuseur, quel reader ils utilisent? D'accord. Alors, je vais laisser la question à Laurent. Il y a aujourd'hui et puis il y a le demain proche. Alors le aujourd'hui d'aujourd'hui, Eden Livre est capable de distribuer des publications protégées par LCP. ePagine est capable est un revendeur de publications qui expose des publications protégées par LCP. Donc si on va aujourd'hui sur un site, le site lcp.epagine.fr, on peut acheter des publications, en particulier d'ailleurs des bandes dessinées protégées par LCP. Et du côté des lecteurs, la première application qui a été certifiée totalement conforme aux spécifications de LCP, c'est l'application Lisa faite par Book Magazine, qui est gratuite et qui est sur l'App Store aujourd'hui pour iOS. Donc ça, c'est le aujourd'hui d'aujourd'hui. Demain, eh bien, les autres distributeurs français d'e-book sont en train de passer à LCP. La chaîne de distribution pré-numérique en bibliothèque complète est en train de passer à LCP. D'autres lecteurs d'EPUB sont en train d'être conformes. En particulier, Derlab est en train de fignoler une application basée sur Radium 2 de test, qui elle-même va être une sorte d'application. Enfin, pour nous, c'était une application de test de notre moteur de lecture Radium 2, mais ça peut être utilisé comme une application basique de lecture de livres compatible LCP. Alba Michel est en train de fignoler une application elle-même compatible LCP. Ti est en train de passer ses liseuses à LCP, Bookin également. Donc ça, c'est uniquement pour la France. Et puis, on va pouvoir annoncer au Digital Publishing Summit qui aura lieu en mai à Berlin que LCP est en train de pénétrer en Allemagne et au Canada. Donc ça, c'est les premières choses assurées. Et puis d'autres choses suivent. Donc LCP est en train de s'installer tranquillement dans le paysage. Et bien sûr, on estime que Radium 2, par la facilité d'implémentation d'un logiciel basé sur Radium 2, permet d'aider, de faciliter un petit peu l'expansion de ce DRM à travers l'écosystème. On a une question de Laetitia Brancière dans le chatter. Bonjour Laetitia, qui nous dit aujourd'hui la FF10, donc la Fédération française des 10, est sollicitée par des familles dont les enfants passent le bac de français et ont une liste de livres. Peut-on tester sur eux? Effectivement, ça constituerait un échantillon de test particulièrement intéressant parce qu'il y a toutes les chances pour que ces livres existent pour une bonne partie d'entre eux en numérique et en EPUB, donc, et parce qu'il y a une vraie demande. Donc là, on serait sur du test, du test en live qui serait initié par une vraie demande. On pourrait aller regarder ce qu'il existe vraiment en termes de contenu numérique et quels peuvent être les usages réels avec les solutions existantes aujourd'hui. Oui, je pense que c'est une très bonne idée, je la note, merci beaucoup. D'autres questions? Ben, je crois que nous sommes arrivés au bout de l'heure de toute façon. Donc, oui. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter le webinaire maintenant. Par contre, Luc disait tout à l'heure que son rapport, on va en effet le rendre disponible.
ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous mettre les liens vers ce rapport dans le chat de GoToMeeting, sauf que certains d'entre vous participent par téléphone et donc ne peuvent pas voir cette petite boîte de dialogue. Donc pour ceux qui participent par téléphone, s'il vous plaît, envoyez-moi via la boîte aux lettres contact@ederlab.org. Envoyez-moi votre demande et puis je vous enverrai le lien vers le document. Très bien, ben, merci à vous, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, ben, j'espère que vous pourrez à terme nous aider peut-être ou participer aux évolutions de tout ça. Pardon? Oui, Laurent? Oui. Marion. Tu m'entends? Oui. Oui. Juste pour dire que nous, on serait assez d'accord pour faire un test en EPUB Reflow. Donc, si il y a des gens qui veulent faire un test en partenariat, nous, en tout cas, on vous suit et on serait assez d'accord pour faire un test en Reflow. Génial. Ben ça, on va voir de ce côté-là comment on peut mettre ça au point. En effet, super. Merci beaucoup, Marion. Bien noté aussi. Merci. Très bien, ben merci. Merci à tous pour votre attention. Merci.